Amique d'Afghanistan, André Berkoff. Et bien aujourd'hui sur Sud Radio, nous allons faire une plongée dans le chaos afghan avec l'ancienne vice-présidente du Parlement de ce pays qui est aux mains des talibans, André, depuis plus de 3 ans. Oui, il faut parler de ce livre et de ce témoignage tout à fait exceptionnel. Fawzia Koofi publie aux éditions Michel Lafon Lettres à mes sœurs, la voix des Afghanes, après avoir publié il y a une dizaine d'années Lettres à mes filles. Elle est diplomate, elle est féministe, elle est militante des droits de l'homme, elle est aujourd'hui à la tête du parti politique, le Mouvement pour le changement en Afghanistan. Vaste programme, c'est très, on sait très bien ce qui se passe en Afghanistan et les derniers développements assez terribles. Elle a été nominée en 2020 au prix Nobel de la paix et elle se bat tous les jours pour la liberté, pour que l'Afghanistan retrouve un pays extraordinaire. Je dis juste un souvenir personnel. Moi, je suis allé en Afghanistan avant 1979, dans les années 75. Et pour moi, du point de vue de la nature de ce pays, c'est l'un des plus beaux pays au monde. Il est extraordinaire et vraiment, c'est un drame que depuis 50 ans, personne ne puisse plus aller en Afghanistan. C'est l'un des plus beaux pays au monde, vraiment. Donc voilà, on va parler de ce combat et de cette femme qui se bat. Et oui, cette femme, Fawzia Koofi, elle lance aujourd'hui un appel aux filles et aux femmes du monde entier à oser rêver, se révolter, se battre pour le changement. Elle sera donc avec nous en direct sur Sud Radio pour en parler, et ce en direct jusqu'à 14h. Alors restez avec nous, chers auditeurs. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Kaboul bien-aimé, cette chanson de Faryad Daria, j'espère que je prononce bien son nom. Le Elvis Algan, comme le surnomment certains médias, fut la première à être diffusée à la radio en Afghanistan après la chute du régime en 2001, André Berkoff. Et 4 ans après, eh bien, vous aviez débuté votre carrière politique, Fawzia Koofi. Bonjour à vous et merci d'être avec nous sur Sud Radio. Alors, vous publiez un livre passionnant, poignant, Lettres à mes sœurs, chez Michel Lafon, pardon. Ce récit est vraiment poignant, dans lequel vous racontez bien votre histoire, celle d'une femme qui voulait et aurait pu être présidente de l'Afghanistan, celle qui a dû se réfugier au Royaume-Uni quand les talibans ont pris le pouvoir en 2021, celle qui a refusé d'être réduite au silence malgré 2 tentatives d'assassinat. Défendre les plus vulnérables, c'est vraiment le combat de votre vie. Et ce combat, racontez-nous, il a commencé dès votre naissance. Que s'est-il passé? Before speaking about my story, I listened to this music from Farhad Daria, which says, cette histoire de Farhad Daria. Let me sing for the endless pains and suffering of the people qui dit of Afghanistan. laissez-moi chanter pour les douleurs et les souffrances du peuple d'Afghanistan. Et c'est tellement vrai que les douleurs du peuple d'Afghanistan n'ont pas de fin. Et ça m'émeut beaucoup parce que j'ai ressenti moi-même cette douleur. Moi-même, j'ai ressenti ce même niveau de douleur que tout le peuple d'Afghanistan a subi. Et mes souffrances ont commencé, comme vous l'avez dit, le jour de ma naissance. Je suis née fille et donc en tant que fille, je n'étais pas désirée par ma famille. Ma mère, elle m'a beaucoup aimée par la suite, mais elle ne voulait pas avoir encore une fille qui allait souffrir autant qu'elle avait souffert elle-même. Et donc, cette résilience, ce besoin de faire mes preuves encore et encore, tout ça, ça a commencé dès ma naissance. Et ça se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Et c'est cela que ressentent toutes les filles d'Afghanistan. Et oui, vous dites que toute mon enfance, on m'a dit que je n'étais pas la préférée, que j'étais invisible. Donc toute votre vie, effectivement, vous avez lutté pour prouver que vous existiez, Fawzia Koofi. Et durant votre jeunesse, alors vous avez survécu, il faut le raconter, à une longue guerre civile qui a éclaté dans les années 90, pardon, au tout début. À l'époque, eh bien, vous viviez à Kaboul où 60 000 personnes sont mortes. Cet épisode tragique a nourri votre combat. Quels souvenirs vous en gardez ? Chaque seconde de ma vie est pleine de souvenirs de guerre,
de destruction, de résistance et de résilience, mais aussi de beauté, de succès. Chaque seconde de ma vie est pleine de souvenirs, à la fois des souffrances que j'ai traversées, de mes luttes, des luttes de toutes les personnes qui ont vécu en Afghanistan. Pendant la guerre, j'ai vu des femmes se faire violer devant mes yeux. J'ai vu une femme être tuée devant mes yeux. Elle tenait un bébé contre elle. Et quand elle a été tuée, elle avait du sang qui coulait de sa gorge. Et le bébé qu'elle portait, au lieu de téter son lait, buvait le sang de sa mère. Mais il y a eu aussi des moments d'espoir, des moments où nous avons cru au changement. Et c'est à ce moment-là que je me suis présentée pour le Parlement. En 2001, quand les talibans ont été renversés du Parlement, nous avons pensé que c'était fini. Et nous avions confiance dans l'avenir. Et oui, alors il faut le raconter à nos auditeurs parce que vous aviez tout juste 29 ans en 2005, quand vous êtes devenu député. Vous avez tout de suite effectivement brigué le poste de vice-présidente du Parlement que vous avez décroché. Il faut le dire parce que convoiter un poste aussi important dans votre pays, c'était un sacré challenge pour une femme. Although I come from a political family, même si je viens d'une famille politique, puisque mon père lui-même était député, lui, il a été tué, mais c'était un homme qui voulait introduire la paix. Il a été tué quand j'avais seulement 3 ans et demi. Et donc, je ne voulais jamais entrer en politique. Ma mère voulait que je sois médecin. Mais les talibans ont interdit les études médicales aux jeunes filles. Donc il m'a été interdit de poursuivre cette éducation. En 2001, quand les talibans ont été renversés, je me suis dit que seules les femmes au pouvoir pouvaient amener le changement, que ce soit le pouvoir politique, le pouvoir médiatique, n'importe quelle forme de pouvoir, mais que c'est en prenant le pouvoir que les femmes pouvaient changer les choses. Donc je me suis présentée au Parlement et j'ai été élue non pas grâce aux quotas qui imposaient des quotas de femmes, mais grâce à un processus ouvert. Et j'ai décidé de viser la position la plus haute dans mon pays, qui était vice-présidente du Parlement. Et je ne m'attendais pas à gagner. Mais je voulais ouvrir la voie à d'autres jeunes femmes. Et oui, et votre élue. Et oui, et votre ambition était donc de devenir, on peut le dire, la porte-parole des sans-voix. Votre objectif était donc de mener quel chantier et quelle réforme à l'époque? Pour moi, entrer au Parlement, ce n'était pas l'objectif principal. Je pense qu'être élu, c'est un moyen de changer les vies des gens. Le combat pour la justice, c'est quelque chose que je portais dans mes veines, parce que j'avais fait l'expérience dans le plus profond de mon corps, dans mes os, de l'injustice. Donc mon slogan, c'était les droits de la femme, la justice. Donner la parole aux gens qui viennent des petits villages. Et je pense qu'on m'a écoutée parce que j'étais sincère. Je ne faisais pas semblant. J'étais vraiment en harmonie avec moi-même, en ce que je croyais. Et oui, alors vous vous êtes vraiment battu pour changer ce système, surtout patriarcal. Vous avez essayé de légiférer contre la polygamie, vous le racontez dans votre livre, qui avait apporté donc des tracas dans votre famille. Le combat a été très difficile. Vous dites ne pas avoir réussi à obtenir le soutien des ambassadeurs occidentaux de Kaboul. Racontez-nous votre combat. When I came to Parliament, I said parliamentary seat is a means. So I started. Mon siège au Parlement était un moyen. Dès que j'ai été au Parlement, j'ai commencé à proposer des lois, à allouer des budgets pour soutenir l'éducation des femmes dans des parties reculées de l'Afghanistan. J'ai introduit une loi sur la violence contre les femmes. Et il y avait des aspects liés à la vie des femmes qui, selon moi, étaient des choses violentes. Évidemment, la violence physique est une violence, mais aussi le mariage forcé est une violence. Le mariage des très jeunes filles de 9 ans, c'est une violence. Et se marier plus d'une fois, même si c'est dans ma religion, malheureusement, beaucoup d'hommes font un mauvais usage de cela, y compris mon propre père. Et donc cela, je voulais le changer. Et quand je suis allée taper à la porte de tous les diplomates en Afghanistan en disant « Est-ce que vous pouvez m'aider, nous aider, utiliser votre influence pour que cette loi soit approuvée ?» Beaucoup de ces diplomates m'ont dit « Ah, ça c'est une question interne. »
Mais la question c'est, est-ce que les droits de l'homme, c'est une question domestique ou bien est-ce que c'est une question internationale? Est-ce que ce n'est pas la responsabilité de tous? Eh oui, en tout cas, vous aviez beaucoup d'opposants dès le départ, dès votre début en politique. Ils étaient prêts à tout pour vous éliminer. Vous racontez que 30 talibans ont été formés dans le but de vous assassiner. Comment avez-vous réussi à échapper à la mort, Fawzia Koufi? Quand j'ai reçu cette lettre, et je l'ai toujours, qui m'a été transmise par nos services secrets, on m'a dit donc qu'il y avait 30 talibans armés de mitraillettes qui voulaient m'assassiner. Pendant 3 nuits, je me suis fait du souci. Pendant 3 nuits, il y avait des gardes du corps sur les toits de mes voisins qui surveillaient ma maison. Et au milieu de la nuit, je me réveillais et je me demandais, mais par quelle fenêtre ils vont entrer maintenant? Parce qu'ils sont 30. Mais au bout d'un moment, j'ai arrêté d'avoir peur. Je me suis dit, je ne peux pas continuer à vivre dans la peur. On va tous mourir un jour ou l'autre. Et peut-être qu'il y a une fierté, en tout cas, si on meurt, de laisser un héritage derrière soi. Donc vraiment, je me suis concentrée sur mon travail. Et je me suis dit que c'était comme ça que je pouvais mettre en échec mes ennemis. Parce qu'ils veulent nous tuer, nous viser, nous diffamer à cause de notre travail. Alors je me suis concentrée sur mon travail. Et c'était pas facile parce que dès que je voyais une voiture qui me doublait dans ma voiture, je me disais, cette voiture, elle va exploser. Cette voiture, elle va essayer de me tuer. Donc il y avait toujours cette peur. Mais au bout d'un moment, on s'endurcit contre ça. Et oui, et vos ennemis vous ont encore mis des bâtons dans les roues quand vous avez songé à vous présenter à la présidentielle, parce qu'il faut le dire que plus le temps passait, plus vos soutiens issus de la société civile étaient vraiment très très importants, et ils vous ont poussé en 2013 à vous présenter donc à la présidentielle. Ne pas pouvoir vous présenter, comment vous avez vécu cette injustice ? C'était une expérience formidable de voir le niveau de soutien que je recevais du public dans tout le pays. Au début, je n'étais pas sérieuse. Je me disais, bon, je vais juste prendre la parole et ça permettra d'ouvrir la voie à d'autres jeunes femmes pour les encourager à être ambitieuses, à avoir l'ambition de réaliser leurs rêves. Donc au départ, je voulais simplement porter les voix de mes sœurs et leur fournir une plateforme. Mais avec tous les soutiens que j'ai reçus de toutes sortes de gens, c'est devenu un projet sérieux. Et à ce moment-là, ils ont changé les lois électorales. À l'époque, je n'avais pas encore 40 ans quand mon inscription a eu lieu. Mais cette plateforme que j'ai développée, je l'ai utilisée pour porter la voix des femmes. Fawzia Koufi, je voudrais vous poser une question que beaucoup se posent, évidemment. On suit de loin, hélas, tout ce qui s'est passé en Afghanistan, tout ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan. Le problème qui est posé, d'ailleurs pas seulement pour l'Afghanistan, est que vous êtes une femme avec un courage formidable, vous avez travaillé, vous vous battez toujours, mais cette culture du patriarcat, cette culture de considérer la femme comme une sous-citoyenne, un sous-être humain ou presque. Cette culture qui consiste au mariage forcé, vous en avez parlé, au mauvais traitement, au fait qu'une femme, elle doit être, et on le voit aujourd'hui, ce qui se passe actuellement en Afghanistan, et encore plus, ne doit pas parler, ne doit pas chanter, doit être dans sa maison, ne doit pas ajouter, enfin, la prison. Et ça vient d'une culture ancestrale. Et moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment faire. Évidemment, on ne peut pas à un tournement changer les choses, mais comment faire vraiment pour casser, en tout cas pour diminuer cette chose que dans le monde entier, vous dites très bien, les droits de l'homme, ce n'est pas à géométrie variable, ce n'est pas quelque chose, une indignation qu'on doit avoir ou pas, mais comment faire pour justement endiguer cela? Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce que ça va passer par, ça doit être forcé, ou soit d'avenir? Mais c'est l'éducation, c'est quoi? Comment faire pour sortir de cet état d'esclavage qui, encore une fois, n'est pas l'apanage de l'Afghanistan, mais encore de beaucoup d'autres pays dans le monde?
Absolutely, sir. You have put it so beautifully. Misogyny and patriarchy. La misogynie, le patriarcat, c'est un phénomène mondial. Dans certains pays, c'est extrême. People try to use it as a weapon. Les gens essayent d'utiliser cela comme une arme pour réprimer les femmes, pour prendre le pouvoir, et c'est cela que font les talibans. Ils utilisent la religion, ils utilisent notre culture comme moyen de réprimer les femmes afin d'assurer leur survie. Mais c'est un phénomène mondial, ça se retrouve partout dans le monde. Le monde est très injuste envers les femmes. En Afghanistan, c'est une forme extrême, comme vous l'expliquez. L'Afghanistan est devenu une prison à ciel ouvert pour les femmes. Au XXIe siècle, est-ce que vous vous rendez compte, les femmes n'ont pas le droit d'aller travailler, elles n'ont pas le droit d'aller à l'école, parce que les talibans ont peur des femmes qui sont éduquées. Ils pensent qu'une femme éduquée ne laissera jamais son fils prendre une arme. Et si c'est le cas, les talibans perdraient la possibilité de recruter plus de soldats. Donc c'est pour cela qu'ils détestent l'éducation et qu'ils la suppriment à chaque fois qu'ils arrivent au pouvoir. Il y a des petites minorités comme ça dans tous les pays. C'est quelque chose qui existe en France, il y a des minorités radicales, ça existe en Amérique, en Angleterre, en Europe, dans les pays musulmans, ça se retrouve en Afghanistan. Le problème en Afghanistan, c'est que ce petit groupe, cette petite minorité, les talibans, on leur a donné le pouvoir. Mais on leur a donné le pouvoir, pardon, Fawzia Koofi, c'est au nœud du problème. Vous avez raison de dire qu'il y a des minorités radicales qui peuvent prendre le pouvoir. Et c'est vrai en Europe, je dis pratiquement. Vous savez qu'en 1910, il y avait quelques nazis en Allemagne, et c'était pas grand-chose. Il y avait des bolcheviks en Russie, mais c'était une minorité. Il y avait des fascistes en Italie, c'était une minorité. Ils ont pris le pouvoir. Mais vous dites, on leur a donné le pouvoir. Non, ils l'ont pris. Et qu'est-ce qui fait que, pour vous, parce que vous avez été au cœur du combat politique, qu'est-ce qui fait qu'ils ont pu prendre le pouvoir? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a une culture ancestrale depuis des siècles qui fait que, oui, après tout, parce qu'on nous a dit ça, dites-moi si c'est vrai ou pas, le Taliban s'occupait aussi d'amener, je ne sais pas, c'est la nourriture, etc., et que les gens ont accepté les talibans. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont pu prendre le pouvoir sans trop de problèmes? Je continue à dire que le pouvoir leur a été donné. Ils ne se sont pas emparés du pouvoir. Comme vous le savez, j'ai participé à ce processus. Si les États-Unis n'avaient pas signé un accord avec les talibans n'auraient jamais eu le soutien moral pour prendre le pouvoir et pour prendre le contrôle de l'Afghanistan. Souvenez-vous, ils se sont battus pendant 20 ans, et en 20 ans, ils n'ont jamais réussi à contrôler une seule province. Et dès le moment où les États-Unis ont signé un accord avec eux, c'est là qu'ils ont réussi à prendre le pouvoir. L'Afghanistan a changé au cours des 20 dernières années. L'idéologie des talibans, ce n'est pas... Ça ne reflète pas quelque chose qui est apprécié nationalement. Les talibans ne représentent pas la majorité des gens en Afghanistan. Ils représentent une minorité. Mais comme ils avaient des armes, des milliards de dollars d'armes qui leur ont été laissés par les Américains, qu'ils ont pu utiliser pour tuer les gens, les gens ont peur d'eux parce que personne ne les soutient. La communauté internationale les a abandonnés. Mais je pense que l'Afghanistan a changé. Il y a plus de gens qui veulent éduquer leurs filles. Et je vais vous donner un petit exemple. Mon père, il était député. Il a été le premier à ouvrir une école pour filles dans mon village. Mais il n'a jamais permis à ses propres filles d'aller à l'école. Moi, quand j'étais membre du Parlement, il y a des gens de ce village qui sont venus et qui m'ont demandé à moi d'ouvrir des écoles pour leurs filles. À une époque où il n'y avait aucune fille qui allait à l'école, nous avons recruté des institutrices, nous avons recruté des femmes, des infirmières, des médecins. Donc on voit bien que la société a changé et les opinions des gens ont changé. Je pense que les talibans, vraiment, on leur a donné le pouvoir. Si ça avait été même par la force, par le combat, ils n'auraient jamais réussi à prendre le contrôle. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut changer en investissant dans l'éducation.
Fawzia Koofi, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio et nous allons continuer de parler effectivement de ces talibans qui ont pris le pouvoir en Afghanistan depuis plus de 3 ans maintenant. André Berkoff, les droits des femmes, on l'a dit, continuent de régresser de jour en jour. On va revenir sur l'histoire de ces talibans. Qui sont-ils? Comment et quand ce mouvement est-il né? On va vous répondre à toutes ces questions dans un instant sur Sud Radio. Culture dans tous ses états, André Berkoff, Céline Alonso. زدی تا امر ثانی مهر خاموشی دهانم را مهیا میکنی تا امر ثانی آب و نانم را Vous m'avez emprisonné chez moi pour le seul crime d'être une femme, dit cette jeune femme qui s'est filmée devant son miroir en chantant sur les réseaux sociaux en signe de protestation contre une loi qui interdit aux femmes de chanter et lire à haute voix en public depuis août 2024. Et depuis octobre, eh bien, de cette même année, il leur est interdit de parler entre elles. Fawzia Koofi, aujourd'hui, quelles autres restrictions sévères ont été imposées aux femmes? Alors, il a été interdit aux femmes de parler aux autres femmes en public. Et chaque fois qu'ils passent un édit, ils disent toujours c'est temporaire jusqu'à ce qu'on donne une notification. Cette chanson que vous avez passée, c'était une jeune fille qu'on a vue beaucoup sur les réseaux sociaux. Et elle dit privez-moi de nourriture, privez-moi de sortir de ma maison. Jusqu'à ce que soit donné un avis du contraire. Mais quand est-ce que cet avis va être donné? Récemment, ils ont interdit aux femmes de faire des études médicales pour devenir infirmière ou sage-femme. Et ça, c'est différent de ce qu'avaient fait les talibans en 1996, où ils avaient permis à l'époque aux femmes de suivre des études médicales. Aujourd'hui, il est interdit aux femmes de devenir médecin, infirmière, sage-femme. Et vous savez à quel point ça peut avoir un effet sur la santé des femmes. Sur le long terme, dans 5 ans, on n'aura plus assez de doctoresses, de sages-femmes. Mais ils se suicident, c'est du suicide. Comment ils ne se rendent pas compte qu'ils se suicident eux-mêmes? C'est ça, c'est extraordinaire parce que il y a quelque chose qui va se passer comme ça. Moi, j'aimerais savoir, vous avez parlé effectivement de ces édits, est-ce qu'ils sont appliqués dans toutes les provinces de l'Afghanistan où certains résistent? La plupart sont appliqués dans tout l'Afghanistan. Dans certaines provinces, il y a des responsables locaux qui essayent de garder les choses plus ouvertes. Par exemple, dans le cas des infirmières, certaines provinces gardent leurs écoles d'infirmières ouvertes parce qu'il y a des membres de leur famille qui vont dans ces écoles. Et c'est un crime contre l'humanité, vous avez raison. Parce que vous empêchez les femmes de travailler, donc de ramener un salaire. Mais en plus, vous interdisez à une femme de devenir médecin, ce qui fait que les femmes n'ont plus accès aux traitements médicaux. Oui, alors vous, Fawzia, sur Zoom, vous donnez clandestinement des cours à des étudiantes qui sont en Afghanistan. Vous échangez régulièrement sur les réseaux sociaux avec des hommes, avec des femmes. Qu'est-ce qu'ils vous racontent de leur vécu, de leur quotidien? Comment envisagent-ils leur avenir? Le futur paraît très sombre pour ces gens. Mais l'esprit de la résistance et l'esprit de la résilience est toujours en eux et en elles. Par exemple, quand ils ont interdit aux femmes de devenir infirmières ou sages-femmes, une femme chantait et ils m'ont envoyé cette vidéo. Et vous savez cette idée que quand on brise un verre, les petits morceaux, ils deviennent plus tranchants et ils peuvent être parfois plus puissants. Nous sommes comme des éclats de verre et à ce titre, nous sommes plus fortes. Il y a des gros problèmes de santé mentale en Afghanistan. Justement, par rapport à ce que vous dites, moi je voudrais comprendre. Est-ce qu'on peut comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la tête des talibans? C'est quoi? C'est la religion, une vue extrême de la religion qui donne ça? Qu'est-ce que c'est que cette culture extrême? Et c'est vrai qu'il n'y a pas qu'en Afghanistan. Là, parlons de l'Afghanistan et des talibans. Qu'est-ce qui fait que ces gens
arrivent à une telle haine d'eux-mêmes, enfin quelque part, c'est la femme, comme disait le proverbe chinois, c'est la moitié du ciel. Qu'est-ce qui fait qu'ils haïssent la moitié du ciel au point de se tirer une balle dans le ventre et de dire nous ne voulons pas voir ça? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la religion? Est-ce que c'est la culture? C'est quoi? On aimerait comprendre parce qu'on voit ça, mais on ne comprend pas. Et vous qui avez vécu avec, on aimerait comprendre. Est-ce qu'il a une explication? During the negotiation with the Taliban, I try to understand what Durant is les their négociations avec les talibans, j'ai essayé de comprendre quelle était leur logique. Est-ce qu'ils ont une connaissance, une logique islamique sur leurs actions? Mais en fait, pendant les négociations, je me suis aperçu que la plupart de ces talibans, ils ne connaissent même pas l'islam. Quand je leur posais des questions, quand d'autres femmes leur posaient des questions sur leur compréhension de l'islam, ils n'avaient rien à répondre. Ils n'avaient même pas lu rien, enfin ils ne connaissaient rien. Ils ne connaissaient rien. Ils ne connaissaient pas la base même de leurs décisions. Donc, par exemple, si je leur demandais où est-ce que ça dit dans le Coran que les femmes doivent être interdites d'éducation, où est-ce que l'islam dit que les femmes ne doivent pas travailler, ils sont incapables de vous renvoyer à des mots du Coran ou à des doctrines de l'islam. Je crois que leur existence, dès le départ, a été basée sur la répression des femmes. Ils ont réussi à laver le cerveau à beaucoup de gens de la jeune génération. Pendant les 20 ans où les troupes étrangères ont été présentes en Afghanistan, ils disaient il y a ces troupes qui sont là dans notre pays, ça rend nos femmes infidèles. Quand les troupes étrangères sont parties, les jeunes générations sont arrivées à Kaboul et se sont bien aperçues que c'était pas vrai. Les femmes dans les grandes villes, elles portaient toutes des foulards. Ce sont des femmes musulmanes. Donc les leaders talibans, ils utilisaient les émotions de ces jeunes hommes. Et donc tous ces jeunes hommes, pour beaucoup, ont quitté les talibans et ils ont rejoint Daesh. Et donc, pour les talibans, pour pouvoir retenir leurs combattants, ils ont commencé à passer ces édits. Et donc, ils ont instrumentalisé, utilisé les femmes comme une arme. Oui. Moi, j'aimerais revenir effectivement sur ces pourparlers de paix effectivement qui ont lieu à l'époque en 2019 et en 2020 à Doha et Moscou. Comment ces talibans vous ont-ils accueillis? Vous consacrez effectivement un chapitre très intéressant dans votre livre à cela. Ces hommes qui refusent de serrer la main d'une femme, ces hommes qui refusent de regarder une femme droit dans les yeux. Comment avez-vous réussi à négocier avec eux? Personnellement, en tant que femme qui a beaucoup souffert de cela, j'ai perdu mon mari dans les prisons des talibans, j'ai perdu mes frères, j'ai perdu mon éducation, j'ai perdu mon identité à cause d'eux. Pendant leur premier règne, j'ai perdu beaucoup de choses. Quand je suis entrée dans cette salle de réunion avec eux, avant d'entrer, je me suis arrêtée pendant 1 minute. Je n'étais pas sûre d'y arriver. Et ensuite, je suis entrée dans la pièce parce que je me suis dit, j'ai autant de droits qu'eux. Je suis leur égal, je parle au nom de mon gouvernement. Il y avait 2 talibans, 2 sortes de talibans. Il y avait comment ils étaient avant de signer l'accord avec les États-Unis. À ce moment-là, ils étaient beaucoup plus accessibles. Ils faisaient des déclarations qui sont des déclarations publiques. Ils disaient que, selon eux, il était possible pour une femme de devenir ministre, Premier ministre, pour les femmes de faire des affaires, de s'éduquer, de faire un doctorat. Tout ça, ça a été enregistré. Et dès le moment où ils ont signé l'accord avec les États-Unis, en février 2020, et c'est là qu'on a commencé, nous avions commencé les négociations avec eux en septembre 2020. À l'époque, j'avais la main dans le plâtre parce que j'avais été attaquée. J'avais encore des blessures à la main. Et je suis allée leur parler. Et à ce moment-là, ils étaient devenus complètement différents. À ce moment-là, ils ne nous regardaient plus dans les yeux. Ils baissaient les yeux quand ils nous voyaient. Donc je pense qu'au départ, ils voulaient se donner une bonne image, une image de Taliban 2.0, parce qu'ils voulaient arriver à un accord avec les États-Unis. Une fois cet accord signé, en quelque sorte, ils se sont sentis revigorés, vainqueurs, en quelque sorte, c'est ça? Ouais. Ils avaient l'impression que quoi qu'il arrive, ils allaient reprendre l'Afghanistan. Eh oui. Aujourd'hui, est-ce que vous continuez à échanger avec certains d'entre eux? Parfois, quand ils arrêtent des membres de mon parti,
ou des femmes que je connais, parce qu'ils les arrêtent. Par exemple, il y a quelques mois, ils ont arrêté un groupe de femmes militantes. Ils les ont mises en prison. Et ces femmes, elles n'avaient rien fait, juste elles protestaient pour que leurs droits soient respectés. Et les familles de ces femmes m'ont contacté pour que je les aide. Donc à ce moment-là, j'ai contacté certains des hommes qui étaient dans les négociations. J'aurais dit, mais pourquoi est-ce que vous faites ça à ces pauvres femmes? Elles ne vous combattent pas, elles ne sont pas armées, elles sont juste dans la rue en train de protester. Eh oui. Alors revenons à l'histoire effectivement de ce mouvement. Comment vous expliquez avec le recul leur ascension fulgurante de 1994 à 1996, date à laquelle ils se sont emparés de Kaboul pour la première fois. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce qu'ils ont promis aux populations? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes ont adhéré? During the Cold War, pendant la guerre froide, il y a eu beaucoup d'argent du monde occidental qui est venu pour soutenir les partis du djihad en Afghanistan. Et on n'évaluait pas si on allait soutenir les femmes ou les droits de l'homme. On ne regardait pas comment l'argent était dépensé. Donc cet argent a été dépensé en partie pour vaincre l'URSS et aussi en partie pour appuyer la radicalisation. Les ennemis de un ennemi sont nos amis. Donc les ennemis de l'URSS, c'est les djihadistes, on va aider les djihadistes. C'est ça. C'était les amis de l'Occident et l'argent a été donné, l'argent a soutenu leur radicalisation et les talibans ont fait partie de cette radicalisation. Quand ils sont arrivés au pouvoir au départ, c'était la guerre civile en Afghanistan. Les talibans sont arrivés avec un slogan en disant « Nous sommes des agents de paix, nous voulons apporter la paix dans le pays ». Et les gens étaient fatigués de la guerre. Comme je raconte dans Lettre à mes sœurs, les gens, rien qu'à Kaboul, 60 000 personnes ont été tuées. J'ai vu se passer tout cela devant mes yeux. Ma ville a été détruite, la bibliothèque de mon école a été incendiée devant mes yeux. Il y a eu beaucoup de destruction. Et donc les gens ont cru cela, que les talibans étaient des agents de changement. Talibans, ça veut dire les étudiants de la Madrasa, les étudiants de l'islam. Mais quand ils sont arrivés à Kaboul, ils ont commencé à passer ces mesures et les gens ont bien vu que ce n'était pas leur vrai visage. Et c'est pour ça qu'ils ont été vaincus en 2001. Et à ce moment-là, beaucoup de gens ont fait la fête en Afghanistan, comme les gens le font aujourd'hui en Syrie. Eh oui, 1996, effectivement, ça a été, on peut dire, l'année 1 de la terreur talibane. Ils ont tout de suite, effectivement, imposé cette loi islamique la plus stricte du monde. Comment vous avez vu la vie des Afghans basculer? J'étais à Kaboul. J'étudiais en école de médecine. Je voulais devenir médecin. La vie a changé pour moi et pour des centaines de milliers de personnes. Je me suis retrouvée enfermée à regarder les murs de ma maison. Donc je regardais la beauté du monde à travers la petite fenêtre de ma maison et je n'avais aucun espoir. Les humains étaient humiliés. À l'époque, ils fouettaient les gens. Non seulement ils mettraient les gens en prison, mais aussi ils nous ont pris notre dignité et nos valeurs. Eh oui. Mais ils n'ont duré que 5 ans, donc ce n'était pas trop long. Et oui, quand ils ont repris le pouvoir en 2021, vous avez été assigné à résidence, Fawzia Koufi. Quel souvenir gardez-vous effectivement de cette période-ci de l'Afghanistan? Le 15 août, nous devions aller à Doha pour le dernier tour des négociations, avec l'espoir d'arriver à un accord de paix. Mais le matin, j'ai regardé au balcon de ma maison et on m'a dit que tout le monde était en train de s'échapper pour aller à l'aéroport parce que les talibans arrivaient. Et moi, je ne croyais pas que c'était vrai. Mais comme vous avez vu, l'ancien président s'était échappé, avait quitté le pays et ça a ouvert la voie à la victoire des talibans. Et je continue à avoir du mal à le croire. On se réveille et... Les Afghans se sont sentis trahis, en quelque sorte.
Et jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à se sentir trahis. Les gens me disent, pourquoi est-ce que tu essayes de travailler avec le monde occidental? Ces gens, ils nous ont trahis. Mais ça a commencé par la propre trahison de certains dirigeants afghans. De certains dirigeants afghans qui sont eux-mêmes partis et qui ont abandonné le pouvoir. L'ancien président, par exemple. Ashraf Ghani. Ça a été le premier à quitter l'Afghanistan, ensuite suivi par nos forces de sécurité. Moi, je suis restée en Afghanistan. J'étais assignée à résidence, mais je ne voulais jamais quitter mon pays. Et comme je suis une mère célibataire, mes filles étaient à l'université et j'ai dû m'en aller. Et parfois, je le regrette. Je me dis que si j'étais encore en Afghanistan, les choses seraient différentes. Mais je sais que si j'y étais, je ne pourrais plus rien faire. Je serais probablement en prison. Au moins, en ce moment, je peux porter les voix de ces femmes. Mais vous avez raison, les gens en Afghanistan se sentent trahis, non seulement par l'Occident, mais aussi par leurs propres dirigeants. On va continuer à parler de cela. Et oui, après plus de 3 ans d'administration talibane, l'Afghanistan reste l'un des pays les plus pauvres au monde. Peut-il se relever? On en parle dans un instant sur Sud Radio avec Fawzia Koufi. Obligé de fuir son pays depuis la prise de Kaboul par les talibans, comme de nombreux autres artistes. Fawzia Koufi. Aujourd'hui, l'Afghanistan est au bord de l'effondrement. Selon l'ONU, 34 millions de personnes, soit 85% de la population, vit sous le seuil de la pauvreté. Comment votre pays peut-il se relever? Votre objectif est un Afghanistan unifié et démocratique, mais comment comptez-vous l'atteindre? Afghanistan is a rich country. L'Afghanistan est un pays riche. Des milliards de dollars qui sont dans le sous-sol. Nous avons une nature merveilleuse. Underground, c'est vos richesses, c'est quoi ce... Ouais. Des ressources naturelles. Comme par exemple. We have copper, we have gold, we have minerals, we have des minéraux, gas, we have everything, every natural resource. You have toutes ces ressources naturelles. Nous avons du lapis lazuli. Nous avons toutes sortes de ressources naturelles en Afghanistan. Mais la population est pauvre à cause des politiques qui ont été menées. Et ça me brise le cœur. C'est vraiment douloureux. Recevoir un appel d'une femme ou d'un homme afghan tous les jours qui me demande $10. Juste pour pouvoir payer leur abonnement de téléphone et rester en contact avec le monde. Parce qu'ils n'ont pas cet argent. C'est vraiment, ça me brise le cœur d'avoir des femmes qui me demandent $20 pour pouvoir emmener leur enfant chez le docteur, parce que les femmes ne peuvent pas recevoir de salaire. La pauvreté, c'est un gros problème en Afghanistan. Manque de travail, manque d'opportunités. Les talibans, ils ont une organisation du travail qui est très intéressante. Ils reçoivent beaucoup d'argent. Ils reçoivent 40 millions de dollars de la part des pays occidentaux. Cet argent leur sert à payer leurs services secrets, leurs services de surveillance, pour surveiller la population et la réprimer, mais ils n'ont aucune responsabilité vis-à-vis de la population. Il faut vraiment changer l'écosystème politique. Aujourd'hui, qu'attendez-vous du monde occidental, Fawzia Koufi? Le monde occidental doit arrêter d'envoyer de l'argent aux talibans. Leur demander de rendre des comptes pour ce qu'ils ont promis pendant les négociations. Les emmener devant la Cour internationale, la Cour pénale internationale, reconnaître l'apartheid basé sur le genre et fournir un espace à l'opposition politique pour que nous-mêmes, nous puissions travailler sur une alternative, sur un processus politique qui fasse participer tous les groupes ethniques, tous les groupes religieux et les femmes. Mais le Conseil de sécurité des Nations Unies est divisé au sujet de l'Afghanistan aujourd'hui. Le monde est polarisé. Les gens considèrent la politique avant de voir les violations des droits de l'homme. C'est vraiment la responsabilité de tous les hommes, toutes les femmes qui nous écoutent aujourd'hui de demander des comptes à leur classe politique. Le Conseil de sécurité, il est fait de pays comme la France, la Chine, la Russie, les États-Unis, le Royaume-Uni. Pourquoi est-ce que ces pays restent silencieux face à ces violations terribles des droits de l'homme ? J'ai parlé 2 fois au Conseil de sécurité de l'ONU et je leur ai dit « Arrêtez de penser à la politique. Vous ne laisseriez pas cela se produire dans votre propre pays. » Et on peut se demander si ça ne peut pas arriver aussi chez nous en Occident un jour.
It will. 11 September. Ça va arriver. Le 11 septembre, vous vous souvenez? They say Martin Luther King said injustice Martin Luther King anywhere is a dit injustice everywhere. l'injustice n'importe où, c'est l'injustice partout. Si aujourd'hui on n'apporte pas un vrai soutien aux femmes d'Afghanistan en faveur du changement, ce qui se passe là-bas va finir par arriver en Europe. Parce que vous avez des migrations, vous avez des gens qui émigrent vers chez vous, vous ne savez pas combien de talibans ont pu arriver dans vos pays. Donc il faut maintenant parler, être ferme et demander des comptes à nos gouvernements. Tous les gouvernements devraient mettre la pression sur les talibans et leur demander de rendre des comptes vis-à-vis des promesses qu'ils ont faites. Avec la réélection de Donald Trump, est-ce que vous pensez qu'un nouveau chapitre peut s'ouvrir en Afghanistan? Well, things are very unpredictable for now. Les choses sont très difficiles à prédire. President-elect Trump signed the deal Le with the président Taliban. Trump a signé un accord avec les talibans quand il était président. Évidemment, le président Biden est parti sans demander aucune condition aux talibans. Ce que Trump peut faire, c'est mettre la pression sur les talibans, arrêter de les financer et exiger qu'ils remplissent les accords, qu'ils se conforment aux accords de Doha qu'ils ont signés avec les États-Unis. Sur les 4 articles des accords de Doha, il n'y a qu'un seul article qui a été mis en œuvre, qui était le retrait des forces étrangères. Oui, et on sait dans quelles conditions. Juste pour finir, vous avez de l'espoir, vous gardez l'espoir malgré tout. Vous savez, les gens d'Afghanistan ont toujours eu beaucoup d'espoir. Je me souviens de certains jours où je regardais les rues de Kaboul depuis la fenêtre de ma maison pendant la première période où les talibans étaient au pouvoir. Et je pouvais voir seulement une voiture passer toutes les 5 minutes parce qu'il n'y avait plus de vie. Les gens respiraient mais ils ne vivaient pas. Et le changement est venu après cela. Et aujourd'hui, les gens ont changé. Ils sont beaucoup mieux informés. Ils savent ce que ça veut dire de vivre dans la liberté. Ils ont fait l'expérience de la liberté de parole, de la liberté de travail. Donc je pense que la population sera un agent pour le changement. On l'espère tous. En tout cas, lisez ce livre, lisez votre livre. Je dis ça aux éditeurs de Sud Radio. Et oui, là, vous dites l'Afghanistan vaincra, c'est votre souhait le plus cher, Fawzia Koufi, c'est aussi le nôtre. Merci d'être venu sur Sud Radio. Je rappelle que votre livre Lettre à mes sœurs, la voix des Afghanes, vient de paraître chez Michel Lafon. Tout de suite, vous retrouvez Brigitte Lahaie sur Sud Radio.